qu'est-ce que ça veut dire rester perché? C'est un mot du langage voilà, un peu vernaculaire, hein, qui dit quoi? Qui dit que quelqu'un prend un produit, ce produit va modifier son état de conscience. Le cannabis peut en être responsable, mais d'autres substances psychoactives peuvent être responsables. Et du coup, ils vont rester perchés dans un état anormalement, ce qu'on appelle les états dissociés, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation dans l'esprit de ces personnes, donc des états qui rapprochent d'une certaine façon de la schizophrénie en fait. Hein. Et rester perché, c'est très grave, parce que ça veut dire que quelque part, on va rester dans un état schizophrénique après que le produit lui-même soit parti du corps. Donc c'est très angoissant, parce que ça peut durer parfois des mois, des années, et ça peut être parfois, et c'est très malheureux, le mécanisme d'entrer dans une maladie catastrophique, gravissime, que nous ne savons pas guérir, qui s'appelle la maladie psychiatrique, en particulier la schizophrénie. Le cannabis, on a depuis longtemps des suspicions par rapport à lui. Alors il y a eu des gens qui ont pensé qu'il était clairement à l'origine de la naissance de ces maladies, d'autres pensent plutôt qu'on parle de fragilité, c'est-à-dire de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont toute leur vie avoir une sensibilité à la schizophrénie, mais vont probablement jamais la manifester de façon clinique, de façon mesurable. Alors cette fragilité, elle est probablement d'origine familiale, mais aussi probablement d'origine congénitale et génétique. Et puis, le cannabis, on le sait, est un produit qui va dissocier pendant une période donnée notre esprit. Certes, d'autres substances peuvent aussi favoriser ce genre de phénomène. Et après, voilà, j'allais dire la reconnexion au niveau cérébral de tous ces câblages que l'on va faire exploser pendant le temps de la prise du produit, la reconnexion ne se fait pas toujours bien et parfois il y a des séquelles définitives. Alors on peut discuter longuement de savoir est-ce que le cannabis est vraiment à l'origine de maladies type schizophrénie ou est-ce qu'il ne fait que les révéler. Ce qui est sûr, c'est clairement défini aujourd'hui, c'est que tous les schizophréniques qui consomment, et il y en a quand même pas mal, tous les schizophréniques qui consomment aggravent leur schizophrénie pendant la consommation. Donc on sait clairement que le produit est un aggraveur de cette maladie psychiatrique. Ils disent pas de guérison des maladies psychiatriques installées. Alors on a vu ce qu'on appelle des bouffées délirantes aiguës, les BDA. Ça existe, donc c'est des gens qui vont, pendant une période donnée, parfois assez courte, en général moins de 6 mois, vont avoir des crises comme ça, dissociatifs, et tout rentre dans l'ordre après, et puis ils vont peut-être vivre très longtemps sans avoir aucun problème. Là aussi, on peut se poser, est-ce que c'est une fragilité qui, à un moment donné, selon certaines circonstances, avec certaines substances, a émergé dans la phase où on peut la voir, et puis ensuite elle a de nouveau replongé. On dit qu'en général, au-delà de 6 mois, si les symptômes persistent plus de 6 mois, on dit qu'en général la maladie est fixée et les psychiatres ne parlent pas de guérison dans ce domaine-là. Il est à la base de notre fonctionnement humain. Le circuit du plaisir, il nous donne des informations sur ce qui nous est nécessaire. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de manger à midi, je rentre ce soir, j'ai envie de manger, j'ai très faim. Ma femme me prépare juste des patates bouillies à l'eau avec une petite omelette, je vais manger ces patates bouillies et cette omelette, et je vais avoir beaucoup de plaisir, parce que je vais me dire, qu'est-ce qu'elle est bonne cette omelette et ces patates bouillies. Parce que mon corps me dit, il faut que tu remplisses les réserves, tu as besoin de glucose, tu as besoin d'énergie pour refaire des batteries. Par contre, si à 8h30, alors que j'ai déjà bien mangé, le téléphone sonne et on me dit « Mais il faut que tu viennes, il y a une soirée chez Tante Agathe pour son anniversaire, j'ai déjà mangé, et là on va m'inviter à une soirée que j'ai totalement oubliée, je vais y aller pour des raisons sociales, et je vais être obligé de me forcer pour des raisons sociales à manger. » Et là c'est l'inverse, c'est le circuit du déplaisir qui va me dire « Arrête de manger du foie gras, arrête de manger du veau au sauce Orloff par exemple, parce que simplement... cette nourriture étant trop pour moi. Mon estomac dit qu'il envoie des signaux à mon cerveau pour dire qu'il est déjà dilaté, le taux de glucose est arrivé à son maximum, et j'ai toute une série de signaux qui disent ne touche plus à la nourriture jusqu'à temps que tu en auras de nouveau besoin. Mais je vais quand même en manger, mais pour des raisons sociales, pour faire plaisir à Tante Agathe. Et donc on voit que ce circuit du plaisir et du déplaisir, hein, qui sont à deux endroits séparés, sont des pédales d'accélérateur et de frein qui pilotent notre vie de tous les jours. Hein. Quand il fait froid dehors, on a du plaisir à entrer dans le chaud, et inversement. Hein. Quand on a soif, on a envie de boire, voilà, et inversement. Bon, le circuit du plaisir, il est parasité par les produits psychoactifs, et sinon il ne serait pas addictogène, et il nous donne un plaisir à un moment donné.
Et quand on devient addict, c'est qu'on a cassé quelque chose dans la régulation de ce système du plaisir. Le circuit fonctionne toujours, mais la boucle de rétroaction, la boucle de contrôle, il y en a plusieurs, ces boucles explosent. Et ça, de plus en plus de spécialistes de neurobiologie disent que c'est probablement très long à guérir, probablement des dizaines d'années, peut-être même jamais. Quand on est addict, on ne peut pas devenir non addict. On peut au mieux devenir un ex-addict. On ne peut pas devenir un non-fumeur si on a été addict à la nicotine. On reste toute sa vie un ex-fumeur. Ça veut dire un ex-fumeur, c'est quoi? Moi, je suis non-fumeur. Demain, vous me mettez un fusil sur la tête en me disant « Docteur Brobeck, vous devez fumer une cigarette ». Je vais fumer une cigarette, je vais vous dire « Ok, je ne veux pas mourir, donc je vais fumer une cigarette ». J'en fume peut-être deux, je vais dire « Ok, c'est bon, vous êtes content ». Et tout, ça va s'arrêter pour moi. Je vais en plus associer le souvenir de la mise de la carabine sur ma tête. Donc, je ne vais plus jamais retoucher à cette cigarette. Si je suis un ex-addict, même si vous me faites ça, je vais fumer 2 cigarettes, il est très probable que je reconsommerai la même quantité de tabac avant mon sevrage tabac dans les quelques jours qui vont suivre. Parce que dans mon cerveau, quelque chose va se souvenir de ça, la boucle de régulation de plaisir n'est toujours pas en place et elle va me redemander avec une force extrême de reacheter les cigarettes, alors que je sais tout, qu'il ne faut pas que j'en fume, que c'est très mauvais, que c'est tueur, etc. C'est-à-dire blanc, c'est la cocaïne, qui est un produit psychoactif puissant qui vous transforme pendant une période assez courte en Superman et qui vous fait croire, c'est pas quelque chose qui vous donne des compétences sexuelles, mais qui vous fait surtout croire que vous les avez. Vous vous sentez Superman avec la cocaïne. Vous vous sentez capable de tout. Et du coup, vous osez et vous le faites. Et donc blanc et le bleu, bah, c'est la couleur du Viagra. Donc les gens prennent du Viagra avec de la cocaïne et ils ont effectivement des résultats sexuels dans un premier temps qui peuvent être beaucoup mieux que d'habitude. La vérité, c'est que la cocaïne est un produit qui augmente fortement la tension artérielle. Le Viagra, lui, est un constricteur des vaisseaux. Et je ne vous raconte pas les dégâts et les morts qu'on a avec ces fameuses soirées blanc-bleu. C'est des catastrophes. L'ensemble des produits psychoactifs ont plutôt un effet négatif sur la sexualité, puisque très vite, le produit lui-même va avoir un effet réducteur de l'envie d'avoir de la sexualité, puisque le produit va devenir le centre de la vie des personnes. Donc l'alcool, l'héroïne, le cannabis, ça va devenir plus important que le sexe. De toute façon, la récompense, de plaisir est tellement plus importante avec le produit qu'avec le sexe. Donc finalement, les personnes toxicomanes vont faire du sexe pour des raisons sociétales ou malheureusement souvent pour gagner de l'argent pour acheter le produit.